C'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Infusée de la présence. Et comme ce que je souhaitais faire et ce que je souhaite faire sur cette chaîne, qui est de pouvoir interviewer, avoir des entretiens avec des personnes, des acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit sur le terrain auprès de personnes souffrant de maladies chroniques, mais aussi sur le terrain associatif, sur le terrain du système de santé. Et j'accueille aujourd'hui, j'ai l'honneur, je suis très ravi de recevoir Jean-Luc Plavy pour une petite interview. Et déjà, est-ce qu'on pourrait… Bonjour Jean-Luc. Hein. Bonjour, bonjour. Est-ce que déjà, Jean-Luc, tu pourrais te présenter Oui, brièvement? je suis Jean-Luc Plavis. J'ai bientôt 55 ans. J'ai 32 ans d'expérience avec la maladie chronique, puisque je suis malade de Crohn, avec une forme sévère et résistante de la maladie, donc depuis maintenant 32 ans. Donc je suis relativement, on va dire, impliqué sur toutes les questions de santé et au travers du milieu associatif, hein, puisque j'ai fait partie de diverses associations de patients. Je suis professionnellement coordinateur régional Île-de-France d'une union d'associations agréées du système de santé, donc qui s'appelle France Asso Santé. Et puis aussi, je participe en fait avec des professionnels de santé, avec tous les acteurs en fait du système de santé, pas seulement les professionnels. Je participe aussi à ce qu'on appelle un peu l'accompagnement des personnes en situation de pathologie chronique, de handicap. Que moi, je regroupe un peu sous le terme généraliste de psychotraumatisme. Ok, merci. Voilà. Merci, c'est très intéressant. J'entends que tu es auprès de nombreux acteurs pour pouvoir accompagner certains patients, pardon, ou patients ou personnes tout simplement qui souffrent soit d'un handicap, de douleurs chroniques ou de maladies chroniques. Euh, mais qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ça? Alors j'ai entendu bien sûr 32 ans de maladie de Crohn. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Alors, peut-être comme j'ai 32 ans de maladie, ça remonte maintenant à quelques années en arrière. Au départ, je n'étais pas vraiment dans le milieu associatif. J'étais vraiment plutôt préoccupé, je dirais, par ce que je vivais personnellement, par ma maladie, par le retentissement que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. À une époque, dans les années 80, où la maladie n'était pas forcément très bien connue. C'était encore une maladie rare d'ailleurs à l'époque, hein. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait très peu de traitements aussi médicamenteux qui existaient. Donc j'ai eu la chance, je dirais entre guillemets, de tester tous les traitements existants, jusqu'à aussi l'utilisation de la chirurgie pour parvenir à un moment donné à stabiliser un peu cette maladie. Mais c'est vrai que euh, pendant 17 ans de ma vie, j'étais plutôt dans un combat à mener, un combat, j'allais dire, un peu de survie, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'essayer de me sortir un petit peu de cette période où j'alternais hospitalisation et puis retour un peu en convalescence et en rémission, entre guillemets, parce que c'est une pathologie qui vient par poussée. Euh, donc voilà, j'étais un peu dans ce combat-là. D'ailleurs, je dis toujours que moi, je n'ai pas connu le parcours de soins, je ne sais pas ce que c'est, le parcours coordonné de soins. Je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu le parcours du combattant pendant un certain nombre d'années. Et puis, au bout de 17 ans, quand même, de ce combat, j'ai rejoint, par hasard, un peu, par connaissance aussi, j'ai rejoint en fait l'association François Aupetit qui lutte contre la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, une association de malades. Hein. Et c'est donc par ce biais-là que je suis arrivé un petit peu à m'intéresser un peu, non pas à ce que je vivais moi personnellement, mais à ce que l'on peut vivre aussi collectivement autour de la maladie. Merci
retour sur ce qui t'a amené, ce parcours qui t'a amené à ça. Et j'entends l'idée du collectif. Euh, Oui. et j'entends aussi voilà, que tu es coordinateur, si je ne me trompe pas, coordinateur de France Inso Santé sur la région Île-de-France. Mhm. Donc, il y a le côté associatif, le côté Oui. collectif. Euh, qui- Qu'est-ce qui fait que tu es plutôt allé vers le collectif plutôt que l'individuel, même si peut-être que l'individuel est, à sa place dans le collectif, hein. Oui. En fait, je pense que les deux sont liés. L'individuel, il est important, et là, on rejoint la question, je dirais, de l'accompagnement de la personne. Donc, c'est comment est-ce qu'on accompagne une personne dans le vivre avec au quotidien, avec sa pathologie. Alors, je dis sa pathologie, mais on voit aussi aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, puisqu'on a des personnes aujourd'hui qui vivent de plus en plus de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps, je dirais, grâce aussi à l'efficience de la médecine, hein, des traitements, de la chirurgie, mais des personnes qui vont vivre non plus avec une seule pathologie, mais avec plusieurs pathologies, avec éventuellement aussi des troubles psychiques. Quand je parle de troubles psychiques, je parle quand même de la santé mentale, mais au sens large. Hein. Ça peut être une dépression ou ça peut être une comorbidité liée à une pathologie chronique ou vice-versa. Voilà, donc il y a cette question de l'individu, donc de son accompagnement, de sa prise en charge individuelle, que ce soit en lien avec sa maladie, dans sa relation de soins, je dirais dans ses contextes de vie. Donc là, quand je parle de contexte de vie, moi, sur le plan médical, on parle plutôt de déterminants de santé. Moi, je parle de contexte de vie parce que je vais sur l'aspect social, l'aspect familial, l'aspect environnemental, professionnel, sexuel, sentimental. Donc, c'est quelque chose comme ou spirituel, quelque chose qui est relativement large. Et après, il y a la dimension collective. C'est vrai que quand on accompagne des personnes, quand on est sur l'individu en tant que personne, et ben, la dimension est parfois tellement large qu'on est obligé de s'appuyer sur un collectif. D'abord, parce que quand moi j'ai une maladie de Crohn, mais c'est la seule pathologie que j'ai. J'accompagne une personne qui peut avoir une maladie de Crohn, qui peut avoir un trouble des conduites alimentaires, qui peut avoir un trauma lié à des violences subies quand la personne était jeune, ou même après. Ça peut être une violence familiale, violence sexuelle, c'est extrêmement large. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas toutes les pathologies, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas infirmier, donc j'ai besoin de m'appuyer sur un collectif. Et c'est vrai que les associations jouent leur rôle, il y a bien sûr les associations de patients, je pense qu'on peut revenir après sur la question, mais quand je parle d'association de patients, c'est quelque chose encore aussi qu'il faut vraiment définir. Qu'est-ce qu'on entend une association de patients? Et puis après, il y a l'aspect collectif. C'est que cette question du pluriprofessionnel, de la pluridisciplinarité, elle est aussi importante. Et il faut qu'on s'appuie sur ce collectif, sur toutes les personnes ressources que l'on peut trouver pour faciliter, je dirais, la qualité de vie de la personne et de l'individu. Voilà. Et il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu dis, c'est que finalement, la pluridisciplinarité, on peut facilement entendre diététicien, médecin, approche corporelle ou approche nutritionnelle. Et puis, bah, oui, mais dans le paysage de la pluridisciplinarité, on a aussi les patients et les associations de patients. Tout à Euh, fait. et justement, j'ai entendu, il faudrait définir peut-être association de patients. Est-ce que tu pourrais simplement nous donner une définition assez, pour les personnes qui nous regardent, et puis de nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que fait France Asso Santé, Alors, globalement. France Asso Santé d'abord, c'est une union. D'ailleurs, France Asso Santé, c'est le nom de marque, mais le nom qui est déclaré en fait, je dirais à la préfecture, avec des statuts qui ont été validés en Conseil d'État, c'est une union d'associations agréées du système de santé. Donc cette union d'associations, elle relève d'abord de l'article 1 de la loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016
et elle a une histoire un petit peu ancienne qui remonte de 2002, c'est-à-dire sur la loi de 2002 sur les droits des patients. Donc, France Asso Santé regroupe sur le plan national plus de 80 associations agréées du système de santé. Et puis, elle regroupe ensuite au niveau des délégations régionales, puisqu'il y a une délégation par région. Donc, ça fait 17 en comptant aussi les DOM-TOM et la Corse. Donc, elle regroupe aussi des associations qui ne sont pas des associations forcément nationales, mais qui sont des associations qui vont être agréées sur le plan régional. Voilà. Donc, alors, France Asso Santé a plusieurs missions. D'abord, elle est reconnue aujourd'hui par les institutions pour porter la voix des usagers du système de santé. Donc, c'est extrêmement large. C'est participer à définir un petit peu les politiques de santé sur le plan national, sur le plan régional aussi, puisqu'on voit aujourd'hui que des conseils régionaux, par exemple, ont leur propre politique de santé, développent leur propre politique de santé. Aujourd'hui, justement, avec la question du Covid-19, la question des déserts médicaux, etc., on voit que la question de la territorialisation de la santé est quelque chose de prégnant, d'important. Voilà. Il y a aussi, aussi des agences régionales de santé, agences régionales de santé qui existent dans les régions. Donc, on voit bien que cette question de la régionalisation, de la territorialisation est importante. Donc, on porte la voix des usagers du système de santé. On représente aussi les usagers dans toutes les instances de santé, sur le plan national, mais sur le plan régional et local. C'est-à-dire qu'on est présent, par exemple, au sein de la Conférence nationale de santé, au sein de la Haute Autorité de santé, au sein de ce qu'on appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, en fait, de la sécurité des médicaments. On est présent aussi au sein des hôpitaux, au sein des cliniques, dans ce qu'on appelle la commission des usagers. On est présent au sein des caisses primaires d'assurance maladie. Voilà, donc on a quand même une action qui est à la fois de promouvoir les droits aussi des usagers du système de santé, de les représenter, d'agir sur les politiques de santé. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement large et on va aussi un peu plus loin puisqu'on intervient justement sur ces questions un peu d'expérience patient dont on entend parler aujourd'hui dans le système de santé et sur les questions d'expertise patient. Donc c'est tout ce qui touche aussi donc, à l'éducation thérapeutique des patients et à l'accompagnement des patients et des professionnels de santé dans ce cadre-là. Voilà. Merci, c'est très intéressant, c'est riche, hein, j'entends, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, c'est que du coup j'ai l'impression que France Asso Santé peut avoir un vrai poids dans le système de santé avec cette forme de fédération, cette union, et qu'elle soit, qui ait son empreinte, sa parole, qui soit prise en compte dans différents domaines comme tu as décrit. J'ai l'impression que ça peut faire infuser certaines choses pour les droits des patients. Alors, tout à fait, c'est aussi l'objectif. Après, bon, on a un système de santé qui est quand même relativement lourd, qui est complexe, hein, avec de nombreuses strates qui existent. Hein. Donc, on est là surtout pour expliquer que les choses, en tout cas le système de santé, ne peut pas se faire pour nous, uniquement pour nous, mais il doit se faire aussi avec nous. C'est ça qu'on essaie de porter un petit peu aujourd'hui. On n'est pas là, je dirais, pour remplacer les professionnels de santé, mais on est là pour faire en sorte que le système soit le plus efficient possible et qu'on entende aussi ce que les patients ont besoin, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, et soient aussi intégrés vraiment dans les démarches, je dirais, des politiques de santé, de prise en charge médicale, de coordination de soins. Voilà, donc c'est extrêmement large. Et cette idée un peu qui date d'un certain nombre d'années, hein, ça date de 1996 lors des premiers états généraux de la santé, où les associations ont décidé justement de se réunir pour mieux porter la voix des usagers et se faire entendre auprès de tous les acteurs du système de santé. Oui, c'est forcément, pas forcément, comment dire, impactant à chaque fois comme on le souhaite, hein, comme on pourrait le désirer. Il y a forcément des freins, des obstacles, Voilà. beaucoup de processus, je suppose. Oui, je pense qu'on a aussi je parle au niveau des institutions, mais aussi au niveau des professionnels de santé, et on peut l'entendre, hein.
Voilà, on n'était pas dans cette habitude, je dirais, de, de faire intervenir comme ça des patients ou des associations sur ces champs-là. On a le côté sachant, hein, donc ceux qui avaient le savoir, c'était quand même les professionnels de santé. Or, le savoir, il est multiple. Il existe aussi chez les associations, il existe auprès des patients, notamment ce qu'on appelle un peu les patients experts, mais voilà, ça aussi c'est quelque chose peut-être qu'on peut aborder. Et ces savoirs-là, en fait, ils ne s'opposent pas. Il y a le savoir scientifique, il y a le savoir académique, il y a le savoir de l'expérience justement de la vie avec la maladie. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Après, c'est de trouver la bonne articulation entre ces savoirs et faire en sorte que, ben voilà, il soit comme, enfin, que ces savoirs soient vertueux et permettent à chacun de s'y retrouver et d'avancer ensemble pour le bien finalement du système de santé en général. Oui, il y a quelque chose qui me parle dans ce que tu dis, c'est que vraiment, l'apparition, l'explosion des maladies chroniques au XXe siècle et au XXIe siècle a créé vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire que on n'était plus dans le cure, c'est-à-dire on donne un traitement et au bout de 2 semaines, c'est réglé. Euh, euh, on ne meurt plus de certaines maladies chroniques actuellement. Le cancer devient une maladie chronique. Le diabète dans les années 20, 30, 40 est devenu une maladie chronique. Donc il a fallu changer de paradigme pour les soignants Oui, et inclure le patient dans la co-construction pour voir comment on pourrait faire du soin ensemble, de l'accompagnement ensemble. c'est ça. Ce qui fait que aujourd'hui, si les soignants sont dans un paradigme du cure face à un patient qui souffre d'une maladie chronique, et puis, bon, je ne vais pas trop m'étendre, mais s'il est dans ce paradigme-là, probablement, il est déjà en train de se tromper dans le style d'accompagnement. Tout à fait. Ça demande un véritable effort cognitif pour le soignant de passer dans un partage, plutôt dans le partage du savoir, plutôt que dans c'est moi qui ai le savoir. C'est surtout, bon, notre système de santé s'est construit, je dirais, par spécialité, hein, et on peut le comprendre, hein, puisque en fait, les spécialités se sont construites autour des pathologies, en fait, les pathologies chroniques, on a vu avec le VIH, avec justement le diabète, avec l'hémophilie, avec la maladie de Crohn, avec dans la santé mentale la schizophrénie, la bipolarité. Maintenant, voilà. Donc, je dirais, on a une spécialisation de la santé qui s'est construite avec des professionnels de santé qui se sont formés autour de ces pathologies. Et, et on s'aperçoit aujourd'hui, en fait, que les choses ne sont pas si simples parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec aujourd'hui 20 millions de malades chroniques, avec 10 millions d'aidants, avec des malades qui n'ont plus une seule pathologie, mais deux, voire trois, des pathologies somatiques, mais des pathologies aussi psychiques, on se retrouve face avec des professionnels qui ont parfois du mal à comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre ces différentes pathologies, entre ces problématiques, entre ce lien, je dirais, entre le corps et l'esprit, hein, et puis aussi qui ont du mal à se coordonner parce qu'ils ont été formés individuellement, je dirais, ou collectivement, mais autour d'une pathologie, autour d'un trouble psychique, et sont confrontés aujourd'hui, en fait, à cette difficulté du langage, à cette difficulté de communiquer avec des patients, avec des malades qui eux, ont plusieurs pathologies, ont des troubles psychiques éventuellement, et surtout aujourd'hui, ont une information qu'ils n'avaient pas précédemment, qu'ils ne possédaient pas avant, une information qu'on retrouve sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parfois des malades qui, par rapport à leur propre pathologie, ont des connaissances supérieures, je dirais, à certains professionnels de santé. Alors, il faut rester vigilant dans ce qu'on appelle un petit peu les connaissances que l'on peut avoir, mais malgré tout, on voit que les patients maintenant vont sur Internet, vont rechercher quels sont les traitements les plus utilisés aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Voilà, donc retournent auprès de leur médecin et leur dit, mais tiens, je l'ai vu sur Internet, dans ma pathologie, on utilise tel produit, ou éventuellement telle pratique aussi, telle thérapie
qui n'est pas forcément une thérapie, je dirais, médicale, hein. Ça peut être une thérapie, ce que j'appelle moi, les thérapies complémentaires. Voilà, et donc c'est un peu la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des professionnels de santé qui se sentent parfois un petit peu démunis dans l'information qu'ils peuvent avoir ou dans je dirais, dans l'approche qu'ils ont d'une pathologie qui n'est pas forcément du tout la même, ou celle attendue en tout cas par les patients. Voilà, donc on se retrouve face à cette difficulté-là aujourd'hui et parfois cette incompréhension dans l'approche médicale, dans l'approche soignante que peuvent avoir les professionnels de santé. Oui, ça me parle particulièrement ce que tu décris, notamment dans certains états de crise qu'il y a eu dans les années 80-90 avec le sida, par Oui, exemple, mais d'autres états de crise un peu plus silencieux, hein, il y a eu, mais le sida est un peu représentatif un peu de cette révolution, un peu du rapport médecin-malade, enfin soignant-malade plutôt. Et justement, des associations ont commencé à se créer, à commencer à se regrouper pour en apprendre dessus, apprendre vraiment sur les dernières recherches, qu'est-ce qui se passe vraiment autour de cette maladie, pour vraiment essayer d'être une forme de contre-pouvoir à un moment donné pour s'élever face à une médecine qui était très verticale. oui, oui, tout à fait. Et vous avez, enfin, quand on prend l'exemple du VIH, mais c'est vrai que parce que c'est quand même c'est un emblème, hein, je dirais, sur ces questions-là où les gens à l'époque mouraient. Aujourd'hui, on ne meurt pas du VIH. Aujourd'hui, on meurt des effets secondaires liés, je dirais, à la maladie, liés éventuellement au traitement que l'on peut prendre. Et puis aussi parce que justement, comme les personnes avec un VIH vivent plus longtemps, bah, elles développent d'autres pathologies, elles peuvent avoir un cancer, elles peuvent, voilà. Mais ce qui est d'ailleurs, je dirais, paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on voit que vous avez des personnes avec le VIH qui sont bien mieux suivies et qui vivent plus longtemps et qui sont mieux suivies qu'une personne lambda, parce que justement, du fait de leur pathologie, elles ont des consultations médicales régulières, elles font des examens beaucoup plus poussés, etc. Et donc, elles arrivent à vivre plus longtemps qu'une personne lambda, qui, elle, ne va pas forcément faire attention à son état de santé. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on est sur une situation un petit peu particulière. Et je pense que toutes les associations aujourd'hui vont vers cette idée, je dirais, de prise en compte de l'état de santé euh, de leur, on va dire, leurs adhérents. Elles leur apportent un certain nombre de services, mais pas que. Elles participent aussi maintenant financièrement à la recherche pour trouver de nouveaux traitements. Donc voilà, donc on est, comme tu disais tout à l'heure, on est sur un autre paradigme qui fait qu'aujourd'hui, l'idée de travailler ensemble, l'idée aussi de co-construire ensemble entre professionnels de santé, alors ça peut être avec des associations, mais ça peut être avec des bénévoles des associations, avec ce qu'on appelle aussi des patients experts, hein, même si c'est un terme qui peut parfois un peu interroger. On voit qu'aujourd'hui, dans les années à venir, c'est quelque chose qui va être mis en avant et qui va se développer de plus en plus. Merci. J'ai entendu cette idée que certains patients vont chercher sur Internet, qui vont apprendre sur ce qui se passe sur leur maladie, vont apprendre sur eux-mêmes. Et j'ai entendu aussi le terme de patient expert. Est-ce que tu pourrais simplement… j'ai deux questions en fait. Simplement, est-ce que tu pourrais définir pour les gens qui nous regardent patient expert, ce que c'est? Et également, à quoi ça pourrait servir imaginons là, on a une personne qui vient d'être diagnostiquée d'une maladie chronique, qui a besoin de soutien, qui se sent complètement perdue ou isolée, peu importe. À quoi pourrait servir une association de patients? Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut dire. Euh, D'abord, peut-être expliquer, parce qu'avant de parler du patient expert, on va peut-être parler de l'association de patients. Parce que c'est vrai que derrière le terme association de patients, on peut retrouver beaucoup de choses. Euh, une association de patients ou une association de malades plutôt, parce que le patient, c'est plus un terme médical. Une association de malades, c'est une association tout simplement loi 1901 à but non lucratif, qui a pour objectif, alors là aussi qui a évolué un petit peu dans le temps, hein,
qui a pour objectif en fait d'apporter de l'information aux adhérents qu'elle peut avoir. C'est apporter de l'information, c'est apporter éventuellement des services, des services je dirais gratuits, hein, ou avec une petite participation financière, mais extrêmement légère. Elle peut faire de la recherche, comme je le disais tout à l'heure, apporter un soutien financier et développer un certain nombre de recherches. Elle a un rôle aussi donc, de soutien. Donc là, ça peut passer par des bénévoles un peu formés à l'écoute, hein, ça c'est quelque chose d'important. Et voilà, donc on a ce type d'association qui existe. Après, on a l'association donc agréée, agréée par le système par le ministère de la Santé. Donc là, on a sur des associations qui vont aller un petit peu plus loin et qui vont s'impliquer, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur des démarches plus collectives, c'est-à-dire qu'elles vont porter la voix des usagers du système de santé dans différentes instances. Donc là, par contre, elles ne parlent plus au nom de leur objet, je dirais, de leur association en tant que telle, en lien avec leur objet social. Là, elles parlent au nom de tous les usagers du système de santé, quelles que soient les pathologies. Et donc, c'est celles qui rejoignent en fait maintenant France Asso Santé. Voilà, elles vont pour avoir une participation beaucoup plus large. La difficulté dans ce qu'on entend dans association de patients, tout simplement, c'est que n'importe qui, finalement, à partir du moment où il est malade, pas forcément en étant malade d'ailleurs, peut créer une association de patients et se servir de cette association, alors soit pour faire de la relation d'aide, du soutien, comme je le disais tout à l'heure, ou alors après on va avoir quelque chose d'un peu plus, je dirais, pernicieux, c'est on va créer une association pour développer une activité qui est plus rattachée, je dirais, à des intérêts privés. On va chercher à capter des personnes qui peuvent être malades avec, je dirais, une certaine fragilité, une vulnérabilité, pour développer un certain nombre de services et en faire une démarche, en fait, un petit peu une démarche mercantile. Derrière, en tout cas, développer une démarche mercantile par l'intermédiaire de l'association. C'est ce qu'on retrouve au travers aujourd'hui du développement personnel, autour du coaching. Alors, ça ne veut pas dire que le développement personnel et le coaching est quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui utilisent ça pour finalement s'en servir comme démarche, je dirais, financière, démarche mercantile. Parfois avec derrière une idée, je dirais, de relation d'aide hein, qui peut être entendue, mais qui pose problème parce qu'il y a quand même un conflit d'intérêts, un conflit financier derrière, avec parfois une emprise psychique qui peut exister. Donc, et c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de communiquer assez facilement, de donner aussi une image éventuellement de l'association, de la personne qui porte de l'association, une image assez sympathique, je dirais, ce qui n'est pas toujours le cas derrière. Voilà, on peut aussi avoir des questions de dérives sectaires derrière des associations. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même faire attention quand on parle d'association de malades. On peut trouver de tout derrière une association de malades. Après, ce n'est pas toutes les associations, il faut quand même faire attention aussi. Bien souvent, on crée d'abord une association de malades et puis après, voilà, au travers de la gouvernance, on décide d'aller un petit peu plus loin et puis de se faire agréer. Là, il y a un process spécifique, on se fait agréer et puis là, on va plus loin, comme je vous dis, en essayant d'avoir une démarche collective, une démarche vertueuse pour l'ensemble des usagers du système de santé. Donc voilà, donc ça c'est pour brosser un peu, faire une photographie de ce qu'on peut appeler une association de patients, une association de malades. Après, on a ce qu'on appelle le patient expert. Un patient expert, à la base, c'est un patient justement qui fait partie d'une association agréée du système de santé et qui, du fait de son expérience personnelle avec la maladie, du fait aussi d'avoir pris suffisamment de recul par rapport à sa pathologie, de n'être pas seul aussi à porter un peu cette expertise patient. C'est pour ça que je parlais qu'un patient expert qui n'est pas membre d'une association agréée, finalement, il a son expertise, mais qui ne reste que sa propre expertise, sa propre expérience, qui peut être parfois subjective et pas forcément objective, et qui s'est basée sur son propre ressenti. Or qu'un patient expert qui fait partie d'une association agréée, c'est quelqu'un qui est amené à partager avec les autres ce qu'il a vécu, parfois à se remettre en question, à quitter aussi, je dirais, ou avoir suffisamment de recul sur sa propre expérience
pour embrasser, je dirais, l'ensemble de la difficulté, l'ensemble de ce que l'on peut vivre avec une pathologie chronique en le partageant avec les autres. Voilà, donc ce patient expert, c'est un bénévole, donc il ne tire pas non plus parti, il ne tire pas une partie financière, je dirais, de cette activité. Et ce patient expert, eh bien, il participe, je dirais, au soutien, à l'aide que l'on peut apporter à d'autres malades de sa propre pathologie, au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui les éducations thérapeutiques des patients, au travers tout simplement de l'écoute. Un patient expert peut faire de l'écoute, de l'information, il peut faire de l'orientation. Il peut aussi intervenir à ce moment-là dans des cursus de formation en université de médecine. C'est ce qu'on appelle le patient enseignant ou le patient formateur. Le patient intervenant, c'est le patient qui va intervenir dans l'éducation thérapeutique des patients, mais là encore, c'est un patient expert qui a suivi une formation à l'éducation thérapeutique des patients. Donc voilà, il y a une démarche aussi derrière de formation, de connaissances, hein, qui est quand même importante. Voilà, donc on voit qu'il y a différents niveaux et que derrière le patient expert, finalement, ça englobe un ensemble d'actions, un ensemble de définitions qui n'est pas forcément toujours claire, toujours précise. Et puis, il y a, enfin, moi, ce que j'appelle moi, je vois le patient expert aussi comme quelqu'un qui peut être aussi un petit peu au-dessus de tout ça et qui est vraiment dans l'idée de l'accompagnement dans le parcours de soins, dans le parcours de santé, dans la coordination du parcours, et qui va faire le lien avec les professionnels, entre le patient lambda, le malade lambda, et les professionnels de santé, mais pas que, hein, je dirais, quand on parle de parcours de santé, justement, c'est très large. Ça peut être aussi face aux difficultés familiales, aux difficultés sociales, aux difficultés professionnelles. C'est accompagner la personne dans ces démarches-là, mais toujours dans un aspect collectif. C'est-à-dire que c'est jamais quelqu'un qui agit seul, c'est quelqu'un qui a ses personnes ressources, les professionnels de santé. Ça peut être un hospitalier, ça peut être un diététicien en ville, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être l'assistante sociale, ça peut être voilà, une structure, même un foyer d'hébergement. C'est extrêmement large. Mais voilà, pour moi, ce patient expert, il peut être aussi au-dessus, ne pas être uniquement axé sur sa pathologie en tant que telle, mais sur, je dirais, la transversalité qu'il peut y avoir, hein, autour, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'accompagner une personne qui a sa propre pathologie. On peut accompagner quelqu'un qui peut avoir un trouble psychique et qui vient vous voir. Et justement, je dirais que l'intelligence, la capacité que peut avoir ce patient expert, c'est de s'appuyer sur un ensemble de personnes, un ensemble de ressources associatives, professionnelles de santé, institutionnelles, pour faciliter et accompagner ces personnes-là, voilà, même s'il n'a pas la pathologie en tant que telle. Ok. Ah, moi, je te remercie. Il y a quelque chose qui me parle, moi, dans Patient Expert. Moi, je suis diététicien, donc j'aime bien le mot métaboliser. Par exemple, pour moi, j'ai le sentiment de ce que j'ai pu lire et rencontrer chez les patients formés à l'éducation thérapeutique, par exemple, que c'est des personnes qui ont vécu un parcours et qui ont fait un parcours en ETP, qui ont vraiment été formés et qui ont pu métaboliser des compétences liées à leur vécu et en même temps des compétences qui permettent de pouvoir se défusionner de leur vécu, prendre du recul pour pouvoir être dans une relation pédagogique, dans une relation d'aide envers l'autre, tout en s'appuyant sur ses vulnérabilités, sur son parcours, toute la métabolisation de ses compétences, de son vécu. J'aime bien cette image-là. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, c'est ce que je dis, c'est toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein, c'est comment est-ce qu'on peut capitaliser, je dirais, un petit peu cette expérience de vie, cette expérience avec la maladie, et donc en faire une expertise. Alors aujourd'hui, le patient expert, ça reste quand même, comme je le dis, c'est un bénévole, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aider notre personne, qui va aider un collectif, des professionnels de santé, des institutions aussi, mais qui est un bénévole, c'est-à-dire qu'il n'est pas rémunéré pour ça. Et donc,
en tout cas, la question qui se pose, c'est à partir du moment où cette personne a cette expertise et que cette personne souhaite à un moment donné, je dirais peut-être eh ben, en faire une activité professionnelle, c'est comment ça se passe. Est-ce qu'on peut encore l'appeler un patient expert alors qu'un patient expert, c'est un bénévole? Est-ce que ça ne devient pas à ce moment-là un acteur de santé, je dirais, comme tout professionnel de santé? Mais à ce moment-là, quel terme on peut utiliser? Voilà, est-ce qu'il ne faut pas un nouveau terme? Est-ce qu'il ne faut pas une réflexion là-dessus et voir comment cette personne peut se professionnaliser dans un cadre bien précis avec une doctrine? Voilà, pour l'instant, c'est un peu la difficulté. Et malheureusement, on se trouve aujourd'hui face à des patients experts qui sont des gens qui sont dans des démarches éthiques et qui ont des vraies compétences, des vraies capacités, et qui aujourd'hui vont essayer de se professionnaliser parce que ils ont envie un petit peu d'utiliser un peu leurs connaissances et leur expertise avec parfois quelques formations. Ils font des DU en éducation thérapeutique des patients, des masters, etc. Et ils veulent se professionnaliser. Ils ont du mal à trouver un débouché professionnel parce qu'il n'y a pas il y a pas de métier, il n'y a pas de profession qui existe. Donc ces personnes sont amenées en fait à créer en fait un peu des cabinets, de coaching, de conseil, etc. Mais qui ne sont pas forcément reconnus, forcément entendus aussi par les professionnels de santé. Voilà, donc il y a un vrai travail à faire derrière. Je sais que les associations y réfléchissent, France Asso Santé y réfléchit aussi. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que notre système de santé, il ne peut pas uniquement fonctionner qu'avec du bénévolat. Le bénévolat est important et heureusement qu'on l'a au niveau associatif, parce qu'il apporte beaucoup. Mais que dans le système de santé, pour accompagner les personnes et les aider dans leur parcours de soins, dans leur coordination, il va falloir trouver des nouveaux métiers, des nouveaux acteurs de santé. Et ça encore, voilà, on y réfléchit, on est dessus. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci, c'est très intéressant cette idée de la reconnaissance en fait de la personne qui a des compétences, qui a pu se former, faire toute une forme. Et puis j'entends en plus il y a une démarche de formation continue en plus dans ce que tu décris chez ces patients experts qui sont dans les associations agréées. C'est-à-dire qu'il y a des remises en cause, il y a un collectif où il y a vraiment une vraie formation continue, de la supervision peut-être. Alors, il y a une forme de supervision qui existe tout à fait, ça c'est quand même quelque chose d'important. Il y a les formations, alors c'est vrai que nous au sein de France Asso Santé, on a des formations qui s'adressent à ce qu'on appelle les représentants des usagers, nos associations membres, les bénévoles de nos associations membres. Donc on a un service de formation qui propose un panel de formation sur les droits de la santé, sur le parcours de santé, sur la médiation en santé, sur analyser les plaintes et réclamations dans les établissements de santé, etc., sur les commissions des usagers, sur la place du RU dans ce qu'on appelle les comités de protection des personnes. Voilà, donc ça existe, ce sont des formations qui sont remises aussi au bout du jour suivant l'évolution aussi de la loi. Donc ça existe. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des personnes qui acquièrent des compétences, qui sont pas diplômées parce que ça reste des formations en interne, mais on voit aussi apparaître aujourd'hui des formations universitaires. Alors pour rester un petit peu prudent, il y a des formations qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, qui existent plus, je dirais, par opportunisme, parce qu'on voit bien quand même qu'aujourd'hui, l'expérience patient, l'expertise patient est de plus en plus présente, je dirais, dans la loi. Mais malgré tout, voilà, ces formations existent, mais c'est bien d'avoir un élu, c'est bien d'avoir un master, mais ça débouche sur quoi? C'est toujours la question. Si on fait cette formation, mais que derrière on se retrouve au chômage, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et en même temps, c'est la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes qui, à un moment donné, sont amenées à se professionnaliser, pour, pour qu'elles fonctionnent dans un cadre, je dirais, pluriprofessionnel, comme les autres acteurs. Aujourd'hui, on le voit bien que on est en train de mettre en place des maisons de santé pluriprofessionnelles en ville où vous avez un ensemble d'acteurs de la santé qui se réunissent, qui travaillent ensemble, qui se coordonnent, qui sont en lien avec l'hôpital
pour créer ce lien, hein, ville-hôpital, avec la question du médico-social, du social. Et on aurait d'un autre côté, à ce moment-là, ces personnes, ces patients experts, je peux dire entre guillemets, hein, qui eux seraient formés, seraient à l'extérieur et ne seraient pas inclus, je dirais, dans le dispositif. C'est pas possible, c'est pas tenable. Moi, je le vois à titre personnel. J'accompagne à la demande d'associations, à la demande de personnes elles-mêmes, hein, ou de proches ou de professionnels de santé. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un psychiatre, un pédopsychiatre. On me demande d'accompagner des patients justement dans leur parcours de soins aussi, parce que voilà, on est sur, enfin, on connaît le système de santé aujourd'hui et ses failles, hein, c'est cette difficulté ce manque de professionnels de santé, cette difficulté de coordination. Et donc, moi, je me retrouve parfois à accompagner des personnes qui se sont retrouvées à la rue, qui ont un trouble des conduites alimentaires, qui ont d'autres problématiques psychiques parce qu'elles ont connu des violences familiales, des violences sexuelles, qui ont développé des comorbidités avec des pathologies chroniques. Et voilà, et je suis amené à accompagner ces personnes bénévolement, hein, j'en fais pas mon activité professionnelle, puisque j'ai mon activité professionnelle, mais c'est quelque chose qui est pas forcément évident, qui demande du temps, et je vois bien toute la limite de l'exercice, c'est comment est-ce qu'on fait pour se positionner comme ça. Je sais pas, moi, j'ai pas la formation et j'ai pas je dirais la légitimité pour expliquer à la personne quel diététicien elle doit aller voir et qu'est-ce qu'elle doit faire en termes de régime, j'allais dire régime entre guillemets, je parle, hein, de régime alimentaire et de ce qu'elle doit suivre un peu dans ce cadre-là. Je ne suis pas psychiatre non plus, donc je ne vais pas expliquer à la personne ce qu'elle doit prendre comme traitement ou ne pas prendre comme traitement. Et voilà, donc je ne suis pas médecin généraliste non plus ou assistante sociale. Donc voilà, donc c'est vraiment un exercice un peu difficile, qui n'est pas forcément évident. Et pour autant, je sens bien que les professionnels de santé qui m'appellent, qui me font confiance aussi, ont pris conscience que cet accompagnement, il est nécessaire. Et on voit aussi l'évolution des personnes que j'accompagne, hein. C'est des personnes que j'ai sorties de la rue, qui n'avaient pas d'allocation adulte handicapé, par exemple, et que j'ai permis, où je leur ai permis d'obtenir cette allocation adulte handicapé, avec un accompagnement vers le soin, vers des personnes qui parfois étaient dans le déni de leur pathologie, de leurs troubles psychiques. Il a fallu accompagner un rendez-vous auprès du médecin généraliste, les accompagner voir un psychiatre, les amener parfois jusqu'à l'hôpital pour se faire hospitaliser. Voilà, donc on voit qu'on joue un rôle, on a un rôle qui est quand même relativement important, mais qui n'est pas forcément cadré, qui n'est pas forcément reconnu. Et voilà, donc on est sur une ligne jaune un petit peu comme ça, où on se dit, bon, mais là, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Et c'est ça l'important, je dirais, du pluriprofessionnel, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance dans la démarche avec les professionnels de santé. C'est vrai que comme je le fais bénévolement, les professionnels de santé savent très bien que je n'en tire aucune rémunération, mais pour en avoir une rémunération, il faudrait que ce soit dans un cadre précis. Pour l'instant, le cadre n'existe pas. Et puis, ce n'est pas mon intention non plus, puisque j'ai mon activité professionnelle à côté, donc je fais vraiment ça pour aider les personnes. Mais voilà, on est sur quelque chose qui existe. Moi, je vois qu'il y a un besoin. Je vois que les malades en ont besoin. Je vois que les professionnels de santé en ont besoin. Je vois aussi que les entreprises en ont besoin. Je pense, là, on est en plein dans l'actualité, hein, puisqu'on a un monsieur voilà, qui est malade, qui vient de tuer 3 personnes dans son entreprise parce que voilà, on venait de le déclarer inapte professionnellement. Voilà, donc on voit aussi que même dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a des besoins d'accompagnement de ces personnes au-delà de la médecine du travail, au-delà du service des ressources humaines, éventuellement d'une coordination handicap qui peut exister dans l'entreprise. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on met en avant tout ça et comment on fait en sorte que la personne qui s'inscrit dans cet objectif-là, d'accompagner ces personnes, ce patient expert, on va dire, comment il fait pour trouver une légitimité, être entendu, être reconnu par les autres acteurs de la santé, quels qu'ils soient. Merci. Justement, comment il peut être reconnu, sachant que spécifiquement, l'accompagnement par un ou des patients experts peut apporter quelque chose qui est un peu différent de l'accompagnement d'un professionnel de santé ou du social. Qu'est-ce que peut apporter d'autre un patient expert?
Je pense qu'il permet, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'empowerment, c'est-à-dire qu'il permet aux patients déjà de comprendre ce que c'est que de vivre avec une pathologie et d'accepter aussi ça ou ces pathologies. Et il permet aussi, alors c'est pour ça que je dis que c'est important, moi je dis toujours à la personne, attention, moi je ne suis pas soignant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas là pour te dire ce que t'a donné le médecin ou ce que te dit le diététicien est bien ou pas bien. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas là pour ça. Alors, je peux quand même donner quelques indications parce que, bien sûr, forcément, par expérience et en échangeant avec les professionnels, on acquiert aussi quand même un certain nombre de connaissances. Mais c'est des connaissances qui restent extrêmement limitées. Donc voilà, on est obligé aussi, nous, d'être relativement humble dans l'accompagnement, dans la démarche que l'on fait, dans l'accompagnement que l'on fait. Donc c'est ça. Et on apporte à ce patient, en fait, on va répondre à un certain nombre d'angoisses, un certain nombre de questions qu'il peut se poser. Bon, ça demande bien sûr de la disponibilité. Hein. C'est aussi parfois être obligé de répondre à 22 heures le soir. C'est très bref, c'est très rapide, mais répondre à un SMS, à un appel téléphonique, un message sur Messenger, voilà, où on va être amené à répondre un peu à l'angoisse, à la difficulté que peut rencontrer la personne dans son parcours, hein, en général. Donc, c'est l'assurer, ça les réassurer éventuellement, c'est l'amener aussi à prendre conscience que, oui, vivre avec une pathologie chronique ou des pathologies chroniques, des troubles psychiques, c'est possible, c'est les aider à aller à s'inscrire dans cette démarche de soins. Voilà, mais comme je dis, c'est pas seulement la démarche de soins, c'est aussi sur le plan professionnel. Je prends l'exemple, mais c'est comment, vous savez, les personnes viennent me voir parfois en me disant, oui, je suis harcelé dans mon entreprise parce que je suis malade, je suis discriminé. Voilà, et puis on s'aperçoit que les choses ne sont pas si faciles que ça, ne sont pas si évidentes. C'est un ressenti, et ce ressenti, il faut l'entendre. Mais après, il faut pouvoir expliquer à la personne que voilà, effectivement, elle est malade, effectivement, il peut y avoir ses capacités physiques ou intellectuelles peuvent être aussi impactées par la maladie, mais aussi par les traitements qu'on peut lui donner. C'est donc c'est la rassurer par rapport à ça, c'est l'accompagner auprès de l'entreprise pour que aussi l'entreprise comprenne ce que la personne peut vivre. Alors c'est toujours avec l'accord de la personne, hein, c'est jamais une démarche que l'on fait par soi-même, hein, c'est dans une discussion, dans ce que j'appelle moi dans une médiation que l'on fait avec la personne, avec l'entreprise, avec les professionnels de santé aussi, hein, puisqu'il n'est pas question non plus pour nous d'aller sur les questions de secret médical. Bon, moi, je suis soumis au secret professionnel, donc c'est déjà une assurance. Ce n'est pas le cas de tous les patients experts, hein, mais c'est une assurance pour les professionnels de santé, pour l'entreprise ou pour la personne elle-même que voilà ce qu'elle peut me dire, je ne vais pas aller le répéter si elle ne m'autorise pas à le dire. Voyez, c'est pareil pour les professionnels de santé, mais c'est vraiment aider la personne, je dirais, dans ce que j'appelle son rétablissement, l'aider à se rétablir par rapport à ce qu'elle vit avec sa pathologie ou avec son trouble psychique, ou en tout cas les pathologies chroniques, les troubles psychiques ou ses traumas. C'est l'aider dans ce cadre-là, et ça joue vraiment son rôle. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine ou en 15 jours, hein, ça s'inscrit dans un temps long. Et c'est justement toute la difficulté hein, pour parfois les professionnels de santé, c'est quand ils sont amenés à se coordonner et à travailler ensemble, c'est d'accompagner la personne sur un temps long, d'être sûr que la personne dans le temps aussi ne va pas se fatiguer. Elle peut se fatiguer aussi dans cette démarche de soins, dans la prise des traitements médicamenteux. Voilà, donc c'est vraiment un rôle d'accompagnement, c'est ce que je dis. On ne remplace pas, on aide la personne, on ne remplace pas les professionnels de santé, on ne remplace pas l'assistante sociale ou l'institution, mais on fait médiation. On fait médiation avec l'ensemble des personnes, des parties prenantes. Oui, j'entends que c'est des compétences qui peuvent être un peu autres et en même temps qui peuvent ressembler sur la relation d'aide, par exemple. Et j'entends aussi que c'est aussi parce que l'on représente face à l'autre. C'est-à-dire que en tant que parcours patient, en m'affichant en tant que patient auprès de ce patient qui a besoin d'aide à ce moment-là, j'ai entendu de ta part, c'est possible. Et j'ai entendu aussi le mot empowerment.
Empowerment, qu'on peut traduire empouvoirment en français, mais qui serait une sorte de processus d'appropriation de la maladie, C'est ça. de son vécu avec la maladie, pour pouvoir avoir un plus grand champ d'action. Ce serait une forme d'empowerment individuel. Et en même temps, j'entends que cet empowerment individuel est lié à une conscience collective, c'est-à-dire que je prends conscience que je ne suis pas le seul à souffrir, que j'ai d'ailleurs une sorte de miroir, pas de miroir, mais en tout cas en reflet, j'ai une personne qui a pu faire un parcours, qui a pu faire des choses, et je ne suis pas le seul en fait. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul dans ma maladie à souffrir, mais peut-être que cette personne souffre d'une autre maladie ou de plusieurs maladies et que on se rejoint tout de même et que c'est la souffrance finalement, prendre appui sur la vulnérabilité qui permet de nous rejoindre. Tout à fait. Et pour ajouter à ce que tu dis qui est tout à fait juste, c'est que moi, quand j'accompagne une personne, je ne l'accompagne pas pour me faire plaisir à titre personnel, même si ça me fait plaisir de le faire, mais je le fais pour l'autre personne. C'est-à-dire que moi, quand je parle d'empowerment, c'est ce que tu as tout à fait décrit, c'est de faire en sorte que la personne devienne acteur de sa propre santé. Voilà. C'est elle amène en fait à prendre ses propres décisions par elle-même. C'est pas moi je suis pas là pour lui dire ce qu'elle a à faire. Je suis là pour lui expliquer un petit peu les choses, comment ça se passe, pour la guider, pour l'aider, pour l'orienter, pour la conseiller, mais je ne suis jamais la personne qui décide. Voilà. Et c'est vrai aussi dans le domaine de la santé mentale. J'accompagne des personnes qui sont bipolaires, qui ont connu des traumas, des choses comme ça, et je leur dis toujours, voilà, moi je te dis, tu me poses une question ou face à une situation, je t'explique comment c'est, je peux aussi en parler par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience que j'ai au contact des associations avec lesquelles je travaille ou des professionnels de santé. Mais de toute façon, ce n'est pas à moi de prendre la décision. C'est ta décision, elle t'appartient. Voilà, tu es acteur de ta propre santé et c'est ça que j'essaie d'insuffler, je dirais, derrière l'empowerment. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà, j'ai dit, c'est pas évident. C'est pour ça que je parlais que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Hein. Il faut que la personne prenne conscience de tout ça. Il faut, faut que ce lien de confiance se crée. Mais moi, je ne suis pas là pour décider pour elle. Donc c'est pour ça aussi, c'est toute cette question aussi d'alliance thérapeutique dont on parle beaucoup. Hein, c'est que les professionnels de santé, à un moment donné aussi, entendent ce que la personne a à dire et puis prennent en compte ses besoins, ses attentes, et que ce soit un échange entre les deux, et puis qu'à un moment donné, voilà, la décision soit prise en commun. C'est aussi un peu cette question de décision partagée pour que la personne, justement, devienne acteur de sa propre santé. C'est cet effet de rétablissement, c'est ce qui lui permet de se rétablir et parfois aussi de faire résilience lorsqu'on a vécu un trauma. C'est d'accepter, comme tu disais un peu, cette souffrance passée, ces cicatrices ou ces blessures que l'on peut avoir, et se projeter vers une nouvelle vie, voilà, avec ce qu'on a vécu auparavant. Donc ça, c'est là et c'est quelque chose qui est un épisode, je dirais, dans une trajectoire de vie, mais ça n'empêche pas de continuer à vivre et puis de progresser dans ce cadre-là, mais en restant maître de sa propre décision. Et ça, c'est particulièrement important. Et toutes les personnes que j'accompagne, moi, je le fais dans ce cadre-là, je le fais dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément évident. Parce que parfois, ça va, des fois, on aimerait bien que ça aille un petit peu plus vite, hein, et que la personne écoute un peu les conseils qu'on lui donne. Mais voilà, si vous êtes face à une personne adulte, vous ne pouvez pas lui imposer un certain nombre de choses, hein, lui imposer des choix. Il y a parfois, je sais que la personne a besoin d'une hospitalisation, mais si elle ne veut pas se faire hospitaliser, je ne vais pas la pousser à se faire hospitaliser. C'est à elle de prendre la décision. Je serai toujours là pour l'accompagner, mais voilà. Mais c'est à un moment donné, quand je sais que c'est elle qui prend, quand elle a compris et qu'elle accepte d'être hospitalisée, je sais qu'elle va forcément progresser. Alors, je ne dis pas qu'elle elle va pas sortir forcément de sa problématique immédiatement, mais c'est elle qui a pris la décision de se faire hospitaliser, c'est qu'elle est dans une démarche de soins. Elle est dans cette démarche de soins. Et ce n'est pas moi qui vais lui imposer un soin. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est comme ça que les personnes arrivent à progresser et petit à petit, je dis, à devenir acteurs de leur propre santé.
Si c'est très, très intéressant. J'entends aussi que ces personnes osent demander de l'aide. C'est une forme de courage à un moment donné tout de même de pouvoir oser aller s'exposer et tout de même peut-être que d'avoir la représentation, je ne sais pas, tu me diras, hein, mais d'avoir la représentation d'un entre-soi, c'est-à-dire que commencer par un entre-soi, à être en lien avec quelqu'un qui s'appelle patient expert, peut-être que je peux oser un peu plus m'exposer, exposer certaines vulnérabilités, notamment les vulnérabilités très intimes comme la sexualité, les choses comme ça, les relations affectives, mais aussi dans le travail, etc. Et Oui, non, oui, c'est exactement ça. Je pense que euh, c'est pas facile. C'est pour ça, des fois, souvent, je dis, quand je parle avec des professionnels de santé, je leur dis, mais même un psychiatre, hein, je pose souvent la question à un psychiatre en lui disant, mais est-ce que vous pensez que, que vous êtes parfois manipulé par vos patients? Bon, souvent, les psychiatres me disent, mais non, parce que non, pour les psychiatres. Donc, voilà, on ne se fait pas manipuler. Bon, et puis après, petit à petit, dans les discussions, quand j'accompagne les personnes, je leur dis, bah, voilà, moi, ce que je me rends compte, c'est que les patients, effectivement, certains patients sont dans un esprit. Alors, quand je dis manipulation, je fais très attention aussi parce que le côté manipulation, il n'est pas forcément lié à la personne en tant que telle. C'est la pathologie qui fait que la personne est dans une manipulation, parfois un petit peu des choses. Mais c'est ça, c'est que moi, j'ai des patients, des patientes qui me disent un certain nombre de choses, qui se dévoilent sur un certain nombre de choses qu'elles n'ont pas dit à leur médecin, qu'elles n'ont pas dit au psychiatre au kinésithérapeute, au diététicien. Voilà. Elles me disent un certain nombre de choses. Mais c'est là où je rejoins cette question de, je dirais, de la confiance que l'on peut avoir avec un patient expert, d'autant plus s'il est soumis au secret professionnel, c'est que toute information que vous lui donnez, il la garde. Donc moi, je sais qu'il y a des informations que j'ai qui sont parfois importantes dans le processus de soins. Donc je ne vais jamais dire aux professionnels de santé ce que la personne m'a dit. Par contre, je vais inciter le patient à en parler, que ce soit sur des questions de sexualité, que voilà, ça peut être très large, hein, mais ça peut être sur des problématiques aussi d'identité, hein, où quand on parle de sexualité, c'est pas seulement le côté, je dirais, le côté de la relation sexuelle avec la personne, mais ça peut être aussi sur la question de je dirais, de l'homosexualité ou des choses comme ça. C'est même des fois sur les questions de transgenre. Voilà, c'est des choses que j'aborde avec la personne et j'amène la personne à un moment donné à prendre conscience que peut-être que si elle arrivait à en parler avec son psychiatre ou avec son médecin, ça permettrait peut-être de faciliter les choses, ça débloquerait un certain nombre de choses, toujours dans l'idée que la personne devienne acteur de sa santé et puisse se rétablir le plus rapidement possible. Voilà, donc, et c'est vrai que alors, c'est pour ça que le mot patient expert, des fois, m'interroge aussi, parce que le patient expert, c'est pas un patient qui est au-dessus c'est pas parce qu'il a une expertise qu'il est au-dessus du patient. Il ne devient pas le sachant non plus, je dirais, du patient lambda, du patient en tant que tel. Euh, Moi, je dis toujours, j'ai mes connaissances, je connais un certain nombre de choses, parce que forcément, dans les pathologies, il y a des similitudes hein, dans la vie dans la vie de tous les jours. On a des similitudes, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre les choses et à aider la personne. Mais en même temps, voilà, on n'est pas au-dessus du patient. Donc, on est à son niveau, on se met à son niveau, on se met à son écoute et on l'aide, on l'accompagne et on fait la même chose avec les professionnels de santé. oui, ce terme de patient expert me fait penser un petit peu à une forme de performance qui peut y avoir sous-jacente, c'est-à-dire que bah, il y a une échelle et l'expertise est le niveau ultime. Et puis ceux qui sont en dessous de l'échelle, comme tu décris, sont en dessous. Il y a un peu cette idée dans le mot expert, l'idée d'une performance derrière. Oui, 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 mais c'est surtout l'idée de dire, parce que chez beaucoup de patients, quand même de malades, quand on leur parle de patients experts, certains ne veulent pas en entendre parler, et on peut le comprendre, parce que ça donne une dimension supérieure, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va vous mettre en contact avec quelqu'un, un patient, voilà, patient expert qui est au-dessus de vous et qui va vous expliquer ce que vous devez faire. Et c'est là tout le risque.
c'est de dire, moi quand je parle avec la personne, je lui explique bien au début que voilà, je suis pas là. Moi, ce qui m'importe, c'est la personne, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle veut faire, c'est comment elle voit les choses et comment elle veut y arriver aussi. Et moi, c'est de l'aider à y arriver, ou éventuellement lui dire, bah oui, mais là, bon, pour y arriver, ben, il va falloir peut-être avoir plusieurs étapes. Et puis, bah, c'est vrai que parfois, dans les étapes, on avance d'une marche et puis on en recule de deux, et puis après, on en remonte trois. Voilà, donc c'est l'accompagner comme ça, mais je le dis souvent, je dis qu'il faut rester vraiment très très prudent parce que voilà, c'est mon expérience, c'est mon expérience. Je ne peux pas parler au nom de l'autre, au nom des malades, enfin, en tout cas au nom du malade que j'accompagne dans ce cadre-là, parce que c'est pas la même expérience, on n'a pas le même vécu non plus. On n'a parfois pas la même spiritualité, on n'a pas eu la même éducation. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et il faut rester vraiment très humble dans cette idée d'accompagnement. C'est pour ça que quand on parlait aussi quand je parlais tout à l'heure du coaching, bon, c'est un terme, on peut l'entendre, hein, mais c'est faire attention aussi parce que c'est pas, voilà, c'est pas, je pense que c'est encore autre chose. Le coaching, c'est encore autre chose. Merci Jean-Luc. Alors, on a vraiment parcouru pas mal de choses dans cette interview. On est passé par ton parcours qui t'a amené à tes actions actuelles. On est passé par le terme d'association de patients pour essayer de comprendre un peu quel est son poids politique dans le système de santé, notamment les associations de patients agréées et à quoi ça pourrait servir pour un patient lambda qui s'intègre dedans. On a du coup mis en perspective le terme de patient expert, on a discuté un petit peu autour de ça, quel rôle il pourrait avoir. On a un peu critiqué aussi son terme et peut-être aussi la reconnaissance qu'il peut y avoir dans le système autour du patient expert, du patient en général. Notamment reconnaissance financière, reconnaissance dans les représentations sociales. Si on fait une synthèse de tout ça, quel serait ton rêve pour la suite? Quel serait, peut-être que tu es déjà en train de faire des actions en lien avec ce que vous désirez, peut-être, parce que j'utilise le ton rêve, mais peut-être que vous êtes plusieurs, en fait. C'est plutôt un rêve, une aspiration collective, comme une sorte de capacité d'aspiration collective. Euh, et quelles seraient les actions actuelles, peut-être, que tu es en train d'entreprendre pour aller vers ça? Alors, je ne sais pas si c'est des rêves, je ne sais pas, parce que voilà, j'ai appris à ne plus rêver non plus. Voilà, j'ai surtout appris à vivre au jour le jour avec ma pathologie. Euh, et puis, non, enfin, des rêves, bon, c'est un bien grand mot. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que cette question, parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps encore, ça fait 4-5 ans que j'accompagne une jeune fille voilà, qui a eu un parcours relativement compliqué, je dirais, complexe, qui a connu la rue, qui a connu des violences familiales, des violences sexuelles, avec une pathologie chronique assez lourde, voilà, qui est passé par tout ce que l'on connaît, hein, les problématiques alimentaires, les problématiques, je dirais, de scarification, de TS. Bon, c'est quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps, voilà, ça y est, maintenant il est sorti d'affaire, mais voilà, qui a fait une TS et qui a failli, qui était vraiment à deux doigts d'y passer, donc c'était pas évident non plus parce que j'étais en plus sa personne de confiance. Donc voilà, en lien avec les médecins lorsqu'elle était dans le coma, etc. Bon, euh, on a été quand même jusqu'à déjà préparer, commander le cercueil, voilà. Enfin, je veux dire des choses quand même assez lourdes et où on me disait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Voilà, du côté des professionnels de santé, puis contre toute attente, la personne, le cœur n'a pas lâché, la personne a récupéré et aujourd'hui elle est sortie de l'hôpital. Voilà, et je suis encore dans la question de l'accompagnement. Voilà, mais on voit bien, voilà, on est sur. Je pense que si, parce que malgré tout, je dirais, c'est une personne que je suis depuis 5 ans et je vois encore les freins qu'il peut y avoir du côté des certains professionnels de santé, où on est encore sur cette toute-puissance, cette bien-pensance, je dirais médicale ou autre, où finalement, non, non, mais
savez, on sait faire, on connaît, voilà. Et on voit quand même les ratés, je dirais, les ratés, parce que cette jeune femme, maintenant, elle a 19 ans maintenant, elle en avait 15 quand je l'ai connue. Cette jeune femme, je pense que si les professionnels de santé étaient peut-être un peu plus à l'écoute du patient expert, de l'écoute un peu des associations, mais surtout du patient expert, je pense qu'on on serait pas passé par là et on n'en serait pas là encore aujourd'hui. Voilà, donc je pense que, je ne dirais pas mon rêve, mais mon espoir, on va dire, c'est que les professionnels de santé entendent que ces personnes, ces patients qui ont acquis des connaissances, des compétences, une expérience de vie, euh, on en a besoin. On en a besoin et que ce serait bien que les professionnels, plutôt que de s'opposer, ou de les regarder parfois avec une certaine défiance, s'appuient sur eux. Alors c'est vrai que c'est difficile, hein, ils me disent souvent, mais oui, mais voilà, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de doctrine. Donc pour nous, c'est pas évident. On a en plus, comme je le disais tout à l'heure, hein, des gens qui créent des cabinets de patients, qui se présentent comme patients experts, qui créent des cabinets de coaching. Pour certains, pas tous, hein, je dirais là aussi, il faut faire attention, hein, c'est pas tous les coachs qui posent problème, mais il y en a certains, voilà, qui sont connus aussi pour avoir touché des gens au suicide, pour être dans des démarches, je dirais, anti-vax ou autres, voilà, qui posent problème, en tout cas. Et voilà, mais en tout cas, je pense qu'il faut que dans les années à venir, justement, avec les professionnels de santé, qui eux ont envie que ça bouge, ont envie aussi parfois d'entendre ce que peuvent dire ces personnes, ce que peuvent apporter ces patients experts pour leur propre patientèle aussi, hein. Je pense que ce serait bien que dans l'avenir, cet espoir, c'est ça. C'est qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse aller développer cet accompagnement et qu'on puisse reconnaître ces personnes comme des comme des vrais acteurs de la santé aussi, voilà, comme les autres professionnels. Mais voilà, je pense qu'il y a encore quelques années de travail derrière. Je ne sais pas si je le verrai, moi, dans mon exercice, en tout cas actuel, mais professionnel ou autre, mais je pense qu'il faut aller vers ça parce que je le vois bien aujourd'hui avec le nombre de malades chroniques, le nombre d'aidants, et c'est pas prêt de baisser aujourd'hui, ça va même aller en augmentant. On en a quand même besoin parce que voilà, c'est pas seulement les pathologies chroniques d'ailleurs, hein, on le voit avec les violences faites aux enfants, les violences sexuelles faites aux femmes aussi, les traumas liés aux attentats, aux accidents de vie, etc., au parcours de vie, etc. Il va y avoir un besoin et que je pense qu'il va falloir que, mon espoir, c'est que ça se mette en place quand même le plus rapidement possible. Merci infiniment, Jean-Luc, pour nous avoir partagé autant de choses très riches. Euh, Ton expérience est vraiment très importante, donc merci de pouvoir nous permettre d'avoir accès à ça. Merci à toi. Voilà. Et juste pour conclure un petit peu Oui, cet entretien, est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit jeu? Un alors, petit jeu qui est tout simple, qui est le portrait chinois. On peut utiliser ça en éducation thérapeutique pour faire sortir un peu les représentations, justement. ouais, Simplement, si pour toi cette interview était, et on choisit chacun l'un pour l'autre, soit un objet, soit un paysage, soit une émotion, soit une musique, soit un film, soit... Qu'est-ce que tu auras envie de me poser comme question? Peut-être que moi, je vais peut-être commencer en te posant une question. Si pour toi, cette interview, alors moi je suis diététicien, donc je vais aller un peu rigoler là-dessus. Si pour toi, cette interview était un plat, qu'est-ce que serait ce plat, l'interview qu'on vient de vivre? ah, bonne question. Et ça va être compliqué parce que mon premier métier, c'était cuisinier. Donc, en termes de plats, il y en a beaucoup. Donc, si c'était un plat, euh, alors là, c'est une récolte parce que, comme je qu'est-ce que ça peut être comme plat? Euh, Ça peut être, ça peut être un aliment alors, si tu veux, ouais, ou un ouais, fruit, non, un légume. ça peut être aussi un plat, mais cette interview. Oh bah, tiens, je vais dire, ce serait peut-être un soufflé. Pour-
Pourquoi un soufflet? Parce que tu vois, finalement, c'est une interview. Quand on voit un petit peu, on se dit, bah, un soufflet, c'est magnifique, ça gonfle, c'est beau, c'est comme ça. Voilà. On a abordé beaucoup de choses, ça a monté, il est magnifique. Voilà. Voilà. Et pourquoi un soufflet? Parce que ben, j'aimerais bien que cette interview, comme je disais, ce soit quelque chose qui porte un espoir et que ça ne retombe pas, je dirais, comme un soufflet. Euh, voilà. Donc, ce serait un peu cette image-là, voilà, du soufflet. Voilà. Et donc, tu veux que je te pose une question? Ah, si pour moi cette interview était quelque chose, qu'est-ce que tu me poserais? Alors, comme question, alors je ne vais Qu'est-ce pas que tu dire me en là donnes? parce que c'est euh, comme question, c'est alors, ça peut être un objet aussi, tu m'as dit. Oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Un objet, ça peut être un souvenir, ça peut être un Euh, paysage. Voilà, très large. si c'était, Une musique. alors oui, je vais plutôt parler. Je vais essayer, je vais dire si tu veux faire, si tu as envie c'était un, si on mettait en lien avec un animal. Pour toi, quel animal ce serait? Ah, je pense que cet animal serait un chat. Parce qu'il prend le temps. D'accord, Il prend le temps, le chat, je trouve. d'accord. Et je pense qu'on a pris le temps, même s'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais envie encore de te poser comme question, mais elle commence à durer un peu cette interview. Et je pense qu'on a pris le temps, donc ce serait un chat. Voilà. Je ne te pose pas la question comme ça, mais je tourne ma caméra. Voilà. Voilà. Bah, Donc, tu l'as ouais, vu. ça me Il convient. était là, en fait. Il était là tout le long. C'est Il ton était chat. là tout le long, voilà, il nous écoutait. Bon, en tout cas, je te souhaite une très, très bonne continuation. Merci infiniment, Jean-Luc, Merci. pour Oui, cet honneur que tu nous fais. merci, et puis bah, au plaisir. Et puis, à très bientôt. Salut. Merci, au revoir. Au revoir.